La girafe qui voulait goûter une carotte. Il était une fois, dans une grande savane dorée, une girafe nommée Zoé. Avec son long cou et ses taches marron, elle adorait passer ses journées à mâcher doucement les feuilles des acacias. Elle était gentille, rêveuse et très curieuse. Un matin, alors qu'elle grignotait les branches les plus hautes d'un arbre, deux petits oiseaux perchés sur une branche en dessous bavardaient joyeusement. « Tu sais ce que j'ai goûté hier? Une carotte !» pilla le premier. « Oh, ces choses oranges qui poussent dans la terre, c'est sucré et croquant. » Gazouilla le deuxième. Zoé redressa son cou si vite que les feuilles tremblèrent. Elle cligna plusieurs fois des yeux. « Une quoi? Une carotte ?» murmura-t-elle intriguée. « Mais je n'ai jamais vu ça, et encore moins goûté. » Elle se mit à rêver. Un goût sucré et croquant, disait-il. Elle en salivait rien qu'à y penser. Mais les carottes poussent sous la terre, pas dans les arbres, se dit-elle à voix haute, perplexe. Elle tenta alors de gratter un peu le sol avec son sabot. Scritch, scritch! Mais tout ce qu'elle trouva, c'était une vieille racine sèche, berk. Alors, pleine de détermination, elle décida de partir à la recherche d'une carotte. Elle marcha, marcha et marcha encore jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la Sazane, là où commence la petite forêt. C'est alors qu'un bruit attira son attention. Crunch, crunch, crunch! Quelqu'un grignotait quelque chose derrière un buisson. Zoé s'approcha doucement. Crac, crac! Une petite touffe blanche apparut, puis deux longues oreilles. Un lapin gris à la queue en pompon mâchait joyeusement. Une carotte bien orange. « Ouh, une carotte !» s'écria Zoé avec excitation. Le lapin sursauta, les yeux grands ouverts. Plop! Sa carotte tomba au sol. « Oh non, tu m'as fait peur !» protesta-t-il avec une petite moue boudeuse. « Pardon, » dit Zoé en riant, « je suis juste très curieuse. Je m'appelle Zoé. Je n'ai jamais goûté de carottes et j'en rêve depuis ce matin. » Le lapin, intrigué, s'approcha doucement. « Moi, c'est Lino. Les carottes, c'est ma passion. J'en mange matin, midi et soir. Mais toi, une girafe qui veut goûter une carotte ?» Il éclata de rire. Zoé sourit, un peu gênée. « Je sais, ça paraît bizarre, mais j'aimerais tellement savoir quel goût ça a. » Lino la regarda un instant, les moustaches frétillantes, puis il eut une idée. Ses yeux brillèrent de malice. « D'accord, girafe curieuse, je vais t'aider à trouver la carotte la plus sucrée du monde. Mais à une condition. » Zoé pencha sa grande tête intriguée. « J'adore les fruits, surtout ceux tout en haut des arbres, mais moi, avec mes petites pattes, je ne peux pas grimper. Si tu m'aides à en attraper, je t'emmène dans mon coin secret plein de carottes. » Zoé battit des cils, émue et joyeuse. « Marché conclu, c'est un troc délicieux !» Ils se serrèrent la patte, enfin la patte de Zoé et la mini-patte de Lino, en rigolant. « Mais d'abord, il faut que tu m'apprennes à creuser, » dit Zoé. Lino éclata de rire. « Avec tes sabots, oh là là, ça va être drôle !» Et en effet, quand Zoé essaya de gratter un peu le sol, elle trébucha sur un caillou et fit un petit bond maladroit. Boum! Lino, plié en deux de rire, s'exclama « On va devoir t'entraîner, girafe géante !» Zoé éclata de rire aussi. « Ha 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 !» Et c'est ainsi que Zoé et Lino devinrent un drôle de duo, une grande girafe curieuse et un petit lapin malicieux prêt à vivre une aventure gourmande à la recherche de la carotte parfaite.
Dès l'aube, le ciel était encore rose quand Zoé et Lino s'étaient mis en route. Zoé marchait avec enthousiasme, son long cou se balançant au rythme de ses pas, tandis que Lino bondissait joyeusement à ses côtés. « Alors, ce champ secret, il est loin ?» demanda Zoé, impatiente. Lino, les oreilles dressées, répondit avec un air mystérieux. « Pas très loin, mais attention, le chemin est plein de surprises. » La première surprise arriva très vite. Un petit marais boueux se dressait devant eux. Ploc, ploc, les grenouilles sautaient joyeusement dans l'eau. Zoé s'arrêta net. « Oh non, je déteste avoir les pattes mouillées !» Lino éclata de rire. « Ne t'en fais pas, grande perche, suis-moi !» Il bondit sur un tronc flottant, puis sur une pierre, puis une autre. Plaf, plic, plouf. Zoé leva un sourcil, hésita, puis tenta le coup. Elle posa un sabot sur le tronc, crouic, puis sur une grosse pierre, sploche. « Ah, c'est froid !» cria-t-elle en riant. Mais grâce à ses grandes jambes, elle traversa vite, éclaboussant Lino qui se retrouva tout trempé. « Hé, tu m'as transformée en éponge !» râla Lino en essorant ses oreilles. Zoé, hilare, s'excusa. « Tu veux une feuille pour te sécher ?» Ils continuèrent leur route en riant jusqu'à une colline recouverte de buissons piquants. Les branches craquaient et grattaient. Scritch, scratch. « Aïe, mon museau !» se plaignit Lino. Zoé, de son côté, voyait parfaitement au-dessus des buissons. « Je crois qu'on peut passer par là !» dit-elle en soulevant une grosse branche avec son cou. « Vite, Lino, passe dessous !» Le petit lapin se faufila, puis ils firent de même plusieurs fois, Zoé soulevant les branches et Lino guidant son ami à travers les endroits sûrs. Enfin, au sommet de la colline, un champ immense s'ouvrit devant eux. Des rangées de feuilles vertes sortaient de la terre et l'air sentait bon la fraîcheur. « Voilà !» dit Lino tout fier. « C'est ici que poussent les carottes les plus sucrées de toute la forêt. » Zoé ouvrit grand les yeux. « C'est magnifique !» Lino bondit vers une rangée. « Regarde, celles-là ont des feuilles bien vertes, ça veut dire qu'elles sont mûres. » Il creusa rapidement avec ses pattes. Frurt, frurt. Une carotte orange et brillante sortit de terre. « Waouh !» s'exclama Zoé. « À mon tour !» Elle planta ses sabots dans le sol, grattant maladroitement. Scrank, scrank. De la poussière partout, une pierre, une vieille racine. « C'est pas gagné !» grogna-t-elle. Lino éclata de rire. « Attends, laisse-moi t'aider !» À deux, ils creusèrent une belle carotte bien dodie. Zoé l'attrapa doucement avec ses dents, la leva vers le ciel, puis croqua dedans. Crunch! Elle s'arrêta. Ses yeux s'agrandirent. Elle mâcha lentement, puis un grand sourire illumina son visage. « C'est sucré, c'est croquant, c'est merveilleux !» dit-elle émue. Lino la regarda avec fierté. « Je te l'avais dit !» Zoé s'assit doucement dans l'herbe, savourant chaque bouchée. Puis elle tendit la moitié de la carotte à Lino. « Tiens, partageons-la. Une aussi bonne chose, ça se goûte à deux. » Lino prit la carotte et sourit tendrement. « Toi et moi, on fait une sacrée équipe. » Depuis ce jour, Zoé et Lino ne se quittèrent plus. Zoé cueillait les fruits les plus juteux dans les arbres pour Lino et Lino déterrait les carottes les plus douces de son champ secret. Chaque semaine, ils partageaient leurs trésors entre rires, câlins et crocs joyeux. Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois une petite fille aux longs cheveux dorés comme les rayons du soleil. Tout le monde l'appelait Boucle d'or.
Elle était vive, curieuse et aimait plus que tout explorer les chemins de la forêt près de chez elle. Ce matin-là, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient et Boucle d'Or sautillait joyeusement entre les fleurs. Son panier à la main, elle cueillait des myrtilles en fredonnant une chanson. « Quelle belle journée !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de joie. « Je me demande ce que je vais découvrir aujourd'hui. » En marchant un peu plus loin que d'habitude, elle aperçut soudain une petite maison cachée derrière de hauts buissons. La maison semblait tout droit sortie d'un conte, avec son toit en bois et sa porte arrondie. « Oh, une maison au milieu de la forêt !» murmura-t-elle intriguée. « Je me demande qui peut bien y vivre. » Elle s'approcha à petits pas, le cœur battant d'excitation. Elle frappa doucement à la porte. Toc, toc, toc. « Il y a quelqu'un ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Pas de réponse. Elle frappa encore, un peu plus fort cette fois. Toujours rien. « Bon, peut-être qu'ils sont sortis », pensa-t-elle à voix haute, un peu hésitante. « Juste un petit coup d'œil, promis. » Elle poussa délicatement la porte qui s'ouvrit sans un bruit. Boucle d'Or entra à pas feutrés. À l'intérieur, tout était propre, chaleureux et parfumé d'un délicieux arôme sucré. Sur la grande table en bois, 3 bols de porridge fumaient encore. L'odeur chatouilla son nez. « Ça sent tellement bon !» dit-elle en se léchant les lèvres. « Je suis un tout petit peu gourmande, juste une cuillère. » Elle s'approcha du grand bol, elle en prit une bouchée et recula aussitôt. « Burk, trop chaud !» dit-elle en soufflant sur sa langue. Elle goûta ensuite le bol moyen. « Frouf, trop froid !» dit-elle en frissonnant. Puis elle se pencha sur le petit bol et prit une cuillère. « Oh, délicieux !» s'écria-t-elle ravie. En quelques minutes, elle le termina jusqu'à la dernière goutte, avec un grand sourire. « Ah, maintenant je suis bien remplie !» soupira-t-elle joyeusement. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce et remarqua 3 chaises près de la cheminée. Elle s'assit d'abord sur la grande chaise. « Aïe, trop dur !» dit-elle en grimaçant. Elle essaya ensuite la chaise moyenne. « Oula, je m'enfonce trop molle !» dit-elle en rigolant. Puis elle s'assit sur la petite chaise. « Parfait, juste ce qu'il faut !» dit-elle en balançant ses pieds toute contente. Mais au bout de quelques secondes, crac, la petite chaise se brisa en 1000 morceaux. « Aïe !» cria Boucle d'Or, surprise et un peu honteuse. « Oh non, je ne voulais pas la casser. » Un peu embêtée, elle se releva et regarda autour d'elle. « Je suis fatiguée, si je pouvais juste me reposer un peu, » dit-elle en bâillant. Elle monta doucement l'escalier en bois. À l'étage, elle découvrit une chambre avec 3 lits bien rangés. Elle essaya d'abord le grand lit. « Trop dur, mon dos n'aime pas ça, » grogna-t-elle doucement. Puis elle se coucha sur le lit moyen. « Ouf, je m'enfonce, trop mou !» Enfin, elle se glissa dans le petit lit. Elle sourit, les yeux mi-clos. Parfait, douillet comme un nuage. Elle ferma doucement les yeux, s'enroula dans la couverture moelleuse et s'endormit profondément, le cœur léger et le ventre bien rempli. Pendant ce temps, dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres. Les oiseaux gazouillaient et la forêt semblait retenir son souffle. Car très bientôt, les véritables habitants de la maison allèrent rentrer. Au même moment, dans un coin tranquille de la forêt, 3 ours rentraient chez eux après leur promenade du matin. Il y avait Papa Ours, grand et fort, avec une voix grave et douce,
Maman ours, gentille et prudente, et bébé ours, joyeux, curieux et un peu maladroit. Papa ours s'étira en respirant l'air frais. « Cette marche m'a ouvert l'appétit », dit-il avec entrain. « Moi aussi, j'ai hâte de goûter mon porridge », ajouta maman ours en souriant. « Et moi aussi !» s'écria bébé ours avec excitation. « J'espère qu'il est bien tiède, comme j'aime !» En arrivant devant leur petite maison, papa ours fronça les sourcils. La porte est entr'ouverte. Maman ours s'arrêta net. « C'est étrange, je suis sûre que je l'avais bien fermée. » Bébé ours attrapa la main de sa maman, un peu inquiet. « Peut-être que c'est un animal ?» Ils entrèrent doucement. Dès qu'ils posèrent le pied dans la maison, papa ours renifla l'air. « Quelqu'un est venu ici, je le sens. » Maman ours s'approcha de la table. Elle regarda son bol, puis celui de papa ours. « Quelqu'un a goûté à mon porridge » dit-elle d'une voix surprise. « Et dans le mien aussi » grogna papa ours. Bébé ours grimpa sur sa pointe des pieds pour voir son bol, mais il était vide. « Quelqu'un a tout mangé mon porridge, c'était mon préféré » cria-t-il, triste et un peu fâché. Papa ours posa une grosse patte sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, petit, voyons ce qu'il s'est passé d'autre. » Ils se tournèrent vers les chaises. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise » dit papa ours en la touchant. « La mienne aussi a été déplacée » ajouta maman ours. Bébé ours regarda la sienne, ou du moins ce qu'il en restait. « Ma chaise est cassée en 1000 morceaux » cria-t-il, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste !» Maman ours le serra tendrement. « On va découvrir ce qu'il s'est passé. Allons voir à l'étage. » Les 3 ours montèrent lentement l'escalier. Papa ours entra le premier dans la chambre. « Quelqu'un s'est allongé dans mon lit » dit-il, les sourcils froncés. « Et dans le mien aussi » observa maman ours, un peu plus inquiète. Bébé ours s'approcha de son lit et s'arrêta, les yeux ronds. « Il y a quelqu'un dans mon lit !» Papa ours avança. Là, endormie sous la couverture, se trouvait une petite fille aux cheveux dorés. « Mais c'est une humaine !» murmura maman ours surprise. Boucle d'or ouvrit lentement les yeux, les paupières encore lourdes de sommeil. Quand elle vit 3 grands visages poilus penchés au-dessus d'elle, elle bondit du lit effrayée. « Ah !» cria-t-elle, les joues rouges de panique. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger, je ne savais pas que c'était votre maison. » Elle descendit les escaliers à toute vitesse, glissa un peu et sortit dehors en courant. Papa ours et maman ours se regardèrent, surpris mais pas en colère. « Elle avait peur » dit maman ours d'un ton compréhensif. « Et elle est encore petite, elle ne savait sûrement pas » ajouta papa ours en hochant la tête. Bébé ours renifla, puis regarda ses parents. « Je lui pardonne, mais elle aurait pu demander avant d'entrer. »« Tu as raison, mon chéri, » dit maman ours en souriant. « Mais peut-être qu'elle a appris sa leçon. » Dehors, Boucle d'or s'arrêta, le souffle court, et se retourna un instant pour regarder la maison. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû entrer sans permission. Je ne recommencerai plus jamais, promis. » Elle reprit doucement le chemin de sa maison, le cœur un peu serré, mais rempli d'une grande leçon. Moralité de l'histoire: il ne faut jamais entrer dans une maison sans y être invité. La curiosité est une belle qualité, mais elle doit toujours être accompagnée de respect. La sorcière et la balle qui ne rebondissait plus. Il était une fois, dans une clairière douce et lumineuse au cœur de la forêt enchantée, vivait une sorcière au grand chapeau pointu et aux bottes pleines de brindilles. Elle s'appelait Miralda.
Ce matin-là, son sourire était grand comme une citrouille. Elle sautillait entre les champignons et chantonnait « Aujourd'hui, c'est le grand concours de rebond! Hi hi, quelle joie, quelle excitation !» Chaque année, les animaux de la forêt attendaient ce jour avec impatience. Miralda y présentait sa fameuse balle magique, une boule ronde et brillante, couleur de lune, capable de rebondir plus haut que les nuages. Et cette fois encore, elle comptait bien épater tout le monde. Elle sortit la balle de son coffre à sortilèges et la posa doucement sur l'herbe moelleuse. « Prête, ma belle, c'est ton grand moment », dit-elle d'un ton joyeux. Elle lança la balle avec énergie, mais flop! Elle tomba comme une pomme mûre, sans même un petit bond. Miralda cligna des yeux, surprise. « Hein? Attends, c'est pas possible! Allez, hop, une autre fois !» Elle la lança de nouveau. Flop! Toujours rien, pas le moindre saut, pas le moindre frémissement magique. La sorcière s'approcha, le cœur battant. « Oh non, 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 tu ne peux pas me faire ça aujourd'hui. Pourquoi tu ne rebondis plus ?» Elle agita sa baguette, marmonna des formules étranges. « Abracadabram, sautillait tes plumes, rebonde, rebonde, fais un boum !» Mais la balle resta inerte. Un petit vent passa dans les branches comme pour se moquer gentiment. Miralda s'assit sur une souche, les épaules affaissées. « Je ne comprends pas, tu étais si joyeuse l'an dernier, tu dansais dans les airs comme un feu follet. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle ?» murmura-t-elle, le regard triste. Elle tapota la balle avec tendresse, mais aucune lueur ne s'échappa de sa surface. C'était comme si la magie s'était endormie. Miralda soupira longuement. « Bon, si mes sorts ne marchent pas, peut-être que la magie a besoin d'un autre souffle aujourd'hui, dit-elle en fronçant les sourcils. Quelque chose de différent, d'un peu plus vivant. Elle se releva, déterminée malgré tout. Elle glissa la balle dans un petit sac brodé d'étoiles et prit la direction des bois. À peine avait-elle franchi les premières fougères qu'elle entendit une voix curieuse. « Hé, Miralda, où cours-tu comme ça, le chapeau de travers ?» C'était Filou le renard, tout roux et malicieux, qui sortait d'un tas de feuilles. « Oh, Filou, je suis si inquiète !» répondit la sorcière d'une voix chagrinée. « Ma balle ne rebondit plus, le concours est fichu, tout est fichu !» « Ta balle magique, celle qui faisait des vrilles et des loopings ?» s'étonna Filou en ouvrant grand les yeux. « Oui, elle est toute molle, comme une vieille prune. J'ai essayé mes meilleurs sorts, mais rien n'y fait. » Le renard pencha la tête, pensif. « Peut-être qu'elle est juste triste ou fatiguée. Tu sais, même une balle magique peut avoir besoin d'un peu d'amour. » Miralda haussa les épaules. « Tu crois? Tu veux essayer quelque chose ?» « Bien sûr, je souffle très bien, regarde !» dit Filou avec un sourire espiègle. Il sortit la balle du sac, la posa doucement au sol et souffla dessus avec tendresse. Un souffle chaud et doux comme une brise d'amitié. Rien ne se produisit, mais Miralda crut voir la balle briller, juste un tout petit peu. Elle écarquilla les yeux. « Tu as vu ça? Elle a frémi, tout doucement !» s'exclama-t-elle un peu soulagée. « C'est un début, tu devrais aller voir Éclette l'écureuil, elle adore sauter partout. Peut-être qu'elle saura réveiller l'esprit bondissant de ta balle. » « Tu as raison, Filou, merci pour ton aide précieuse, » dit-elle en lui faisant un câlin magique qui piqua un peu le nez. Miralda reprit sa route, un brin d'espoir dans le cœur. Le soleil filtrait entre les arbres et faisait scintiller la balle à travers le sac. Elle se mit à fredonner, plus doucement cette fois. Quand la magie sommeille un peu, parfois il faut un cœur joyeux, une aide, un rire, un petit bond, pour que tout revienne au bon ton.
Et la sorcière disparut parmi les branches, à la recherche d'une amie qui aimait sauter plus haut que les arbres. Miralda marchait d'un pas pressé, le sac contenant sa balle magique bien serré contre elle. Les arbres chantaient doucement dans le vent, comme pour l'encourager. Elle arriva enfin à la grande branche tordue où vivait Éclette, l'écureuil la plus vive et la plus bondissante de toute la forêt. « Éclette, Éclette, c'est moi, Miralda !» appela la sorcière. Une petite tête curieuse apparut entre les feuilles, les yeux pétillants de malice. « Oh, coucou Miralda, tu viens jouer à saut de branche avec moi ?» lança Éclette en riant. « Pas tout à fait, ma chère. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. C'est ma balle magique, Éclette. Elle ne rebondit plus. » L'écureuil la regarda bouche bée. « Impossible! Ta balle, celle qui volait plus haut que les hiboux! » « Oui, elle est toute silencieuse. Filou a soufflé dessus et j'ai vu une petite lumière, mais elle ne saute toujours pas. » Éclette descendit d'un bond gracieux. « Montre-la-moi. » Miralda sortit la balle du sac. Elle brillait à peine, mais il y avait dans sa surface un reflet d'or timide. Éclette s'en approcha doucement, la renifla et lui parla tout bas. « Toi aussi, tu as besoin de sauter, hein? T'inquiète pas, on va te réveiller. » Puis, l'écureuil fit ce qu'elle savait faire de mieux. Elle bondit autour de la balle en faisant des petits cris joyeux. « Youpi! Par ici, la rebondisseuse! Allez, réveille-toi, petite boule magique !» Elle sauta encore et encore, tourbillonna, fit même une pirouette sur une feuille. Miralda observait tout cela avec espoir. Et puis, tout à coup, la balle vibra légèrement. « Oh, regarde, elle a bougé !» s'exclama Miralda ravie. « Elle rit, elle sent la joie dans mes bonds !» répondit Éclette en riant à son tour. Mais malgré cette première réaction, la balle ne rebondit pas encore. Elle semblait hésitante. « Il manque quelque chose » murmura Miralda. « Un dernier petit souffle de magie, peut-être une note ou une chanson ?» Elle leva les yeux vers le ciel. Justement, au sommet du vieux chêne, perchait Sapius, le hibou sage. Il observait la scène avec ses grands yeux ronds. « Sapius, viens vite, ta voix, il nous faut ta voix !» Le hibou descendit avec lenteur et dignité. « Une chanson, dis-tu ? Je crois que je connais celle qu'il faut. » Il se posa près de la balle, ferma les yeux et chanta. Une berceuse ancienne, douce comme un rêve porté par le vent. Petite étoile qui dort au sol, ouvre tes ailes, fais ton envol. Rebondis haut, touche les cieux, car le bonheur est contagieux. Pendant qu'il chantait, la grenouille Gribouille, attirée par la mélodie, arriva en sautillant. « Oh, de la musique! J'adore taper dans mes mains !» s'écria-t-elle en claquant ses petites pattes. Et là, la balle se mit à trembler doucement, puis à briller de plus en plus fort. Une lumière dorée jaillit de sa surface et soudain, bang! Elle bondit dans les airs, tourna sur elle-même et retombait en rebondissant joyeusement autour des animaux. « Wouhou! Elle est de retour !» cria Éclette en faisant la roue. « Elle danse, elle est vivante !» ajouta Gribouille les yeux pleins d'étoiles. Miralda éclata de rire, des larmes de bonheur au coin des yeux. « Merci à vous tous, je croyais que la magie s'était perdue, mais en fait, elle dormait, elle attendait juste vous. » Filou le renard arriva en courant, alerté par les bons. « J'ai entendu des rebonds, on a gagné ?»
« Oui, Filou, grâce à vous tous !» répondit Miralda rayonnante. Et le concours put enfin commencer. Mais cette fois, ce ne fut pas seulement la balle de Miralda qui bondit. Tous les animaux participèrent. Ils sautèrent, roulèrent, dansèrent autour de la clairière sous les éclats de rire de la sorcière. Même Miralda fit un petit saut, robe au vent et chapeau de travers. Et depuis ce jour, dans la forêt enchantée, on dit que la plus belle magie ne vient pas des baguettes ni des formules, mais de l'amitié, des rires partagés et des cœurs qui rebondissent ensemble. Morale de l'histoire, la vraie magie naît de la joie, de l'union et de l'entraide. Le chat méchant et le petit poisson peureux. Il était une fois un petit poisson qui vivait dans les eaux tranquilles et étincelantes d'un étang enchanté. Ce poisson, nommé Plim, était connu pour sa timidité. Il évitait les autres créatures, se cachait derrière les algues ondulantes et nageait toujours tout bas, comme s'il avait peur qu'on le remarque. Plim aimait explorer les coins profonds de l'étang, là où la lumière devenait bleue et mystérieuse. Un jour, alors qu'il longeait une vieille épave de bateau à moitié enfouie dans la vase, une lueur étrange attira son attention. « Qu'est-ce que c'est ?» pensa-t-il, intrigué, mais aussi un peu tremblant. Au fond d'un petit coffre cassé, il découvrit un collier. Un collier magnifique, fait de perles scintillantes comme des étoiles. Dès que Plim l'effleura, une douce chaleur se répandit dans ses nageoires. Il l'attacha autour de son cou et à cet instant précis, il sentit quelque chose de nouveau, du courage. « Oh, je me sens différent, moins petit, moins peur !» murmura-t-il, les yeux brillants. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était observé. Sur la rive, caché derrière les hautes herbes, se trouvait Grisou, un chat au pelage gris rayé, au regard malin. Grisou n'était pas un chat très gentil. Il passait ses journées à chercher des choses brillantes à collectionner, et rien ne lui échappait. Quand il vit la lumière du collier sous l'eau, il ouvrit grand les yeux. « Ce truc-là, je le veux !» grinça-t-il d'une voix rusée. « Il brillera parfaitement dans ma cachette. » Il observa Plim pendant plusieurs jours, étudiant ses allées et venues. Chaque soir, Plim nageait un peu plus haut, un peu plus libre, comme si le collier lui donnait la force d'affronter sa peur du monde. Un soir, alors que le ciel devenait violet et que la surface de l'étang miroitait doucement, Grisou prit sa décision. Il attendit que la nuit tombe complètement, puis il s'approcha de l'eau, silencieux comme une ombre. Il avait trempé ses pattes dans une mixture de roseau pour glisser sans bruit. Plim, lui, flottait paisiblement près d'un nénuphar rêvassant. « J'aimerais tant avoir un ami, quelqu'un qui me parle doucement, » soupira-t-il. Soudain, une ombre passa au-dessus de lui. Il n'eut pas le temps de bouger. Une patte griffue plongea dans l'eau, le saisit d'un coup sec et le souleva hors de l'étang. « Ah, lâche-moi !» cria Plim d'une voix affolée. Mais Grisou ne répondit pas. D'un geste vif, il arracha le collier du cou du poisson. « Voilà ce que je voulais !» dit-il d'un ton froid, les yeux rivés sur la perle brillante. « Tu peux retourner à ton eau sale, le poisson peureux !» Plim, terrifié et sans son collier, se sentit tout à coup si petit, si nu. Il remua sa queue, parvint à s'échapper de la patte du chat et plongea à toute vitesse sous l'eau. De l'autre côté, Grisou riait satisfait. « Ah, il était encore plus faible que je le pensais, » ricana-t-il. Mais alors qu'il s'éloignait, quelque chose le troubla.
Dans sa main, le collier brillait, mais une étrange sensation lui monta dans la poitrine. Un poids comme une bulle coincée dans son cœur. « Bizarre » mormonna-t-il. Il s'arrêta dans sa tanière, sous un vieux arbre tordu où il cachait toutes ses trouvailles, boutons en or, bouts de miroir, pièces oubliées. Mais rien ne brillait comme ce collier. Il le fixa un moment, puis le passa autour de son cou. Et alors, j'ai peur du noir, j'ai peur de tout. Pourquoi suis-je toujours seule? Pourquoi personne ne veut jouer avec moi? Grisou se redressa d'un bond. Cette voix, ce n'était pas la sienne, elle venait de l'intérieur du collier. Elle semblait si douce, mais aussi si triste. « C'est la voix du poisson » murmura-t-il troublé. Il se leva d'un bond, marcha en rond. « C'est pas vrai, juste une illusion. Je l'ai bien mérité ce collier, non? C'est moi qui étais malin. » Mais la voix continuait. « J'aurais aimé dire bonjour à quelqu'un, juste une fois, mais j'ai trop peur. » Le cœur de Grisou battit plus vite. Il avait volé bien des choses, mais jamais il n'avait entendu une tristesse pareille. Les mots résonnaient comme des gouttes dans un puits vide. Il regarda autour de lui. Tout semblait plus sombre. « Ce n'est pas juste un collier, c'est son cœur que j'ai volé » murmura-t-il, les oreilles basses. Il regarda l'objet, tremblant maintenant dans ses pattes. Pendant ce temps, au fond de l'étang, Plim s'était réfugié derrière les pierres. Sans le collier, sa peur était revenue comme une marée. Ses yeux brillaient de larmes et il chuchotait pour lui-même. « J'étais presque heureux. » Mais il ne savait pas que quelque chose avait commencé à changer là-haut, sur la rive, et le lendemain allait être très différent. Le vent soufflait doucement sur les feuilles des arbres bordant l'étang. Les roseaux frémissaient et la lune se reflétait dans l'eau comme un miroir argenté. Assis sur une branche penchée au-dessus de l'eau, Grisou tenait le collier dans ses pattes, son regard perdu dans les vaguelettes sombres. Depuis qu'il avait entendu les pensées de Plim, une drôle de sensation ne le quittait plus. Une boule dans le ventre, un pincement au cœur, lui, le chat rusé, n'arrivait plus à se réjouir de son vol. « Pourquoi ça fait mal, ici ?» murmura-t-il en posant une patte sur sa poitrine. « Ce n'est qu'un poisson, un petit poisson tremblant. » Et pourtant... Il remit doucement le collier autour de son cou, espérant retrouver un peu de cette excitation qu'il ressentait en volant. Mais aussitôt, la voix revint, plus claire encore, plus bouleversante. « Je n'ai jamais eu de vrai ami. Peut-être que je suis trop ennuyeux ou trop bizarre. Peut-être que personne ne voudra jamais jouer avec moi. » Les oreilles de Grisou se baissèrent, il ferma les yeux. Ces mots lui rappelaient quelque chose. Lui-même, il y a longtemps, avant qu'il devienne ce chat solitaire et grincheux. Lui aussi, il avait été seul. Lui aussi, il avait espéré qu'un jour, quelqu'un viendrait lui parler gentiment. Il serra le collier entre ses griffes, puis bondit sur ses pattes. « Assez, ce n'est pas à moi, je n'en veux plus » dit-il d'une voix tremblante. Il se mit à courir plus vite que jamais, à travers la clairière vers l'étang. Il sauta sur un tronc, glissa sur des pierres mouillées, puis atteignit enfin la berge. Là, il s'accroupit et appela doucement. « Poisson, poisson, tu es là ?» Aucune réponse, juste le clapotis de l'eau. « Je suis désolée. » Sa voix était presque un souffle. « J'ai compris. Je n'aurais pas dû te voler ton collier. Il est plus que magique. Il est toi. » Sous l'eau, Plim entendit la voix du chat. Il frissonna. La dernière fois qu'il avait entendu ce ton, c'était un rugissement, une menace. Mais cette fois, c'était doux, presque triste.
Il nagea prudemment vers la surface, ne montrant d'abord que le haut de sa tête. « Tu es revenu pour me prendre autre chose ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Grisou secoua vivement la tête. « Non, non, je suis venu pour te rendre ça. » Il tendit le collier du bout des griffes. « Je l'ai mis et j'ai entendu tes pensées. » Plim recula un peu, surpris. « Mes pensées ? Oui, et elles m'ont touché. » Le chat regardait l'eau, incapable de soutenir le regard du poisson. « Tu as peur, souvent, mais tu es aussi très gentil et très courageux, même si tu ne le sais pas. » Un long silence s'installa, puis Plim s'avança, sortant lentement de sa cachette. « Tu as entendu que je voulais un ami ?» murmura-t-il. Grisou hocha la tête, les yeux brillants. « Je ne suis pas très doué pour être gentil, mais je pourrais apprendre, si tu veux bien. » Plim s'approcha encore. Il fixait Grisou, hésitant. Puis, dans un élan de courage qu'il ne se connaissait pas, il dit « Alors, tu pourrais, peut-être, être mon ami ?» Un sourire timide apparut sur le visage du chat. « Oui, j'aimerais ça. » Grisou déposa doucement le collier dans l'eau. Plim le rattrapa entre ses nageoires et une lumière douce l'enveloppa. Il sentit son cœur se réchauffer. Mais cette fois, ce n'était pas seulement à cause de la magie, c'était à cause de la gentillesse. Le chat s'allongea près de la berge et le poisson resta à la surface. Ensemble, ils parlèrent longuement cette nuit-là, de leurs peurs, de leurs rêves, de tout ce qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Dès ce jour, Grisou et Plim devinrent inséparables. Chaque soir, le chat racontait des histoires et le poisson les écoutait, les yeux brillants. Ils protégeaient ensemble le collier magique, non pas pour sa beauté ou sa puissance, mais parce qu'il représentait quelque chose de plus grand, la compréhension et l'amitié véritable. Morale de l'histoire, parfois, ceux qui semblent méchants ont juste oublié comment être gentils. Et parfois, ceux qui ont peur ont juste besoin d'un ami pour briller. Le renard et la poule aux œufs d'or. Il était une fois, au cœur d'une clairière enchantée, une petite ferme oubliée du monde. Là, dans un vieux poulailler de bois tordu par les saisons, vivait une poule pas comme les autres. Elle s'appelait Luna, et chaque matin, au lever du soleil, elle pondait un œuf. Pas un œuf ordinaire, mais un œuf d'or pur, brillant comme une étoile tombée du ciel. Les animaux de la forêt la regardaient avec admiration, mais aussi avec un peu de crainte. On disait que chaque œuf contenait un rêve magique, un vœu enfermé dans une coquille d'or. Seul celui au cœur pur pouvait espérer voir le rêve se réaliser. Mais tout le monde n'était pas aussi sage. Non loin de la clairière, sous une souche creuse, vivait un renard malin et rusé nommé Rufus. Toujours affamé, toujours en quête d'un plan brillant, il avait entendu parler de Luna et de ses œufs. Un jour, alors qu'il se léchait les babines à la lisière du bois, il dit à voix haute, les yeux brillants d'envie, « Un œuf d'or, rien qu'un seul, avec ça je deviendrai le plus riche, le plus puissant, je n'aurai plus jamais faim », dit-il avec excitation. Un vieux blaireau, assis non loin, le regarda avec inquiétude. « Rufus, fais attention, ces œufs ne sont pas faits pour être volés, ils contiennent des rêves, et les rêves, ça peut être piégeux. » Rufus éclata de rire. « Ah, des histoires pour endormir les lapins, ce n'est qu'un œuf, et moi, je suis un renard, rusé, rapide et discret. » La nuit suivante, sous un ciel d'encre parsemé d'étoiles, Rufus se faufila jusqu'au poulailler.
Il glissa sans bruit entre les ombres, évitant les brindilles, et s'approcha du nid doré. Luna, endormie, respirait doucement. Et là, juste devant elle, posé dans la paille tiède, brillait l'œuf d'or. Les yeux du renard s'écarquillèrent. « Magnifique !» murmura-t-il avec convoitise. Il tendit la patte. Au moment où ses griffes touchèrent l'œuf, une étrange chaleur parcourut son corps. Une lumière douce jaillit de la coquille. Mais Rufus, aveuglé par sa soif de richesse, le glissa dans son baluchon et s'enfuit dans la forêt en courant. Une fois à l'abri, il se coucha sous un arbre, posa l'œuf devant lui et le contempla. « Mon trésor !» souffla-t-il, les yeux pleins de convoitise. « Avec ça, je vais devenir roi, roi de la forêt, roi du monde même. Je vais me construire un château en caramel, un lit de mousse sucrée, des montagnes de poulet rôti. » Il ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Mais à peine les avait-il clos qu'il sentit son corps se soulever. Le sol disparut sous lui. Tout devint flou comme un tourbillon doré, et quand il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la forêt. Devant lui s'étendait un palais gigantesque, tout en cristal étincelant. Des fontaines de jus de fruits, des plats volants remplis de friandises, et des créatures bizarres aux ailes d'arc-en-ciel l'applaudissaient à son arrivée. Un paon vêtu d'un manteau de velours s'approcha et déclara d'une voix grave « Bienvenue, ô grand roi Rufus, maître des rêves !» Le renard, un peu surpris mais ravi, se redressa fièrement. « Eh bien, voilà qui est mieux. Serviteur, apportez-moi une tarte au lapin et un trône en mousse moelleuse !» cria-t-il avec joie. Partout, les créatures obéissaient. Il était le roi. Il avait tout. Tout, sauf un petit détail. Il ne savait plus comment il était arrivé là. Mais cela, il ne le réalisait pas encore. Pendant ce temps, dans la clairière, Luna se réveilla avec un frisson. Elle vit que son œuf avait disparu. Les autres animaux l'entourèrent. « Le renard a frappé !» murmura un écureuil, la voix tremblante. Luna soupira tristement. « Il ne sait pas ce qu'il a emporté. Il va devoir l'apprendre par lui-même. » Elle leva les yeux vers la lune qui brillait d'une lumière étrange. Chaque rêve volé devient une épreuve. Espérons qu'il saura en sortir. Et dans le monde du rêve, sans le savoir, Rufus commençait à comprendre que tout ce qui brille n'est pas toujours or. Le palais de cristal brillait sous une lumière douce et irréelle. Des créatures fantastiques dansaient autour de Rufus, lui offrant des mets délicieux, des couronnes scintillantes et des coussins en nuages parfumés. Au début, le renard se sentait comblé. « C'est merveilleux !» s'exclama-t-il, allongé sur son trône doré. « Jamais je n'aurais cru vivre un rêve pareil. Je suis enfin roi, respecté, admiré. » Une fée minuscule volait autour de lui, un carnet à la main. « Ô Majesté, que désirez-vous d'autre? Une rivière de chocolat, un jardin de bonbons, des milliers de serviteurs ?» Rufus sourit avec gourmandise. Tout ça et plus encore. Je veux un château flottant dans le ciel, des armées de rôtis, un miroir magique qui me dit que je suis le plus génial de tous les renards du monde. La fée claqua des doigts et tout apparut. Mais plus les désirs de Rufus se réalisaient, plus le monde devenait étrange. Les couleurs devenaient trop vives, les créatures souriaient d'un air figé, presque effrayant. Les rires résonnaient sans fin, comme une boucle sans fin dans sa tête.
Il tenta de se lever, mais ses pattes semblaient lourdes. « C'est bizarre, où est la sortie ?» La fée le regarda, un sourire énigmatique au visage. « Sortie ? Il n'y en a pas, cher roi. Vous êtes ici pour toujours. » Rufus fronça les sourcils, soudain inquiet. « Pour toujours ? Non, je ne voulais pas ça. Je voulais juste un peu de richesse, juste un œuf. » Un paon géant s'approcha, ses yeux étrangement vides. « Tu as volé un rêve, renard. Maintenant, c'est lui qui te possède. » Le cœur de Rufus se serra. Il comprit qu'il n'était pas dans un rêve doux, mais dans une prison dorée. Il courut à travers les salles, ouvrit des portes qui menaient toujours au même couloir, au même miroir où son reflet le regardait d'un air moqueur. « Sortez-moi de là, je veux rentrer chez moi !» criait-il avec panique. Mais personne ne l'écoutait, tous continuaient de danser et de sourire. Puis, dans un coin du palais, il vit quelque chose de familier. L'œuf d'or posé sur un coussin de soie. Il s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais dû te voler, » murmura-t-il. Il tendit doucement la patte et, au lieu de le reprendre, il s'agenouilla devant l'œuf. « Je suis désolée, Luna, je n'ai pas compris, je croyais que je pouvais m'enrichir, mais j'ai perdu bien plus. » À ce moment-là, une lumière douce entoura l'œuf. La coquille se mit à trembler doucement et une voix résonna, claire et bienveillante. « Le rêve est fait pour être partagé, pas volé. Le pardon ouvre les portes que le désir a fermées. » Une porte lumineuse apparut derrière le renard. Il hésita un instant, puis regarda l'œuf une dernière fois. « Merci, je n'oublierai jamais. » Il franchit la porte. Rufus ouvrit les yeux. Il était allongé dans la clairière, juste devant le poulailler. La lune brillait paisiblement dans le ciel et la forêt était silencieuse. Il se redressa lentement. Dans ses pattes, plus d'œufs, rien que de la rosée. Luna sortit de son abri, ses plumes dorées brillantes sous la lumière. « Tu es revenu, » dit-elle simplement. Rufus baissa les yeux. « Je te demande pardon, Luna, j'ai compris ma faute. Ton œuf n'est pas un trésor pour les voleurs, il est un cadeau pour ceux qui savent rêver avec le cœur. » La poule le regarda un moment, puis sourit doucement. « Alors, tu peux rester si tu veux, pas pour voler, pour apprendre. » Rufus hocha la tête ému. Depuis ce jour, il ne fut plus jamais le même. Il construisit un petit abri près de la clairière et devint le gardien des rêves. Il veillait sur les œufs dorés, les protégeait des mains avides et racontait aux jeunes animaux l'histoire de son aventure. Car lui, mieux que quiconque, savait que les rêves sont précieux et qu'ils doivent être traités avec respect. Star, morale de l'histoire, le vrai trésor ne se vole pas. Il se découvre avec le cœur, se mérite avec humilité et se partage avec sagesse. Le hérisson et la sorcière des pommes givrées. Il était une fois, dans une forêt paisible aux feuilles dorées par l'automne, un petit hérisson nommé Picotti. Curieux de nature, Picotti adorait explorer les sentiers cachés, grimper sur les souches moussues et rêvait aux merveilles que la forêt pouvait lui cacher. Un matin, alors que la brume flottait encore entre les branches, Picotti aperçut au loin une étrange lueur dorée scintiller depuis la colline du Grand Chêne. « Oh, qu'est-ce que c'est cette lumière magique » murmura-t-il avec émerveillement.
Guidé par cette étincelle mystérieuse, Picotti trottina jusqu'au sommet de la colline. Là, il découvrit un pommier majestueux aux branches tordies comme de vieux doigts d'elfe. Ses pommes luisaient doucement, comme si des étoiles y étaient enfermées. Le hérisson n'en croyait pas ses yeux. « Elles brillent comme le ciel de nuit !» s'écria-t-il avec des yeux pétillants. Il leva sa petite patte pour en cueillir une, mais à peine l'avait-il effleurée qu'un frisson glacial le parcourut. Les pommes étaient entièrement gelées, enfermées dans une couche de glace épaisse et brillante. « Brrr, elles sont si froides, mais pourquoi ?» demanda Picotti, le museau plissé d'inquiétude. Soudain, une voix grave et douce résonna derrière lui. C'était la vieille chouette Hulotte perchée sur une branche toute proche. Ses plumes argentées frémissaient sous le vent. « Ce pommier est enchanté, mon petit, » dit-elle, mystérieuse. « Ces pommes étoilées sont magiques, elles gardent la chaleur de l'été et l'offrent à la forêt pendant l'hiver. Mais quelqu'un les a gelées. » Picotti cligna des yeux. « Gelées? Mais pourquoi? Qui ferait une chose pareille ?» Hulotte soupira tristement. « La sorcière des pommes givrées. Jadis douce et joyeuse, elle s'est enfermée dans la glace après un hiver sans amitié. Elle a lancé un sort sur l'arbre pour que plus personne ne profite de ses bienfaits. Depuis, la forêt devient de plus en plus froide chaque année. » Le petit hérisson sentit une colère douce monter en lui. Pas une colère méchante, non, mais celle qui pousse à agir quand quelque chose est injuste. Ce n'est pas juste, la forêt a besoin de ses pommes. Et peut-être que cette sorcière a juste besoin de quelqu'un. Je vais la trouver, déclara-t-il avec courage. Hulotte cligna des yeux, surprise. Tu veux parler à la sorcière ? Personne ne s'est jamais aventuré dans les bois gelés pour elle. Tu es bien brave, petit Picotti, mais prends garde, la glace peut mordre. Je ferai attention, je te le promets, répondit Picotti avec un petit sourire déterminé. Avant de partir, il se blottit une dernière fois contre le tronc du pommier. Il sentait une chaleur très faible pulser sous l'écorce, comme si l'arbre lui-même attendait d'être réveillé. « Tiens bon, je reviendrai avec la chaleur. » Puis, le petit hérisson descendit la colline, son cœur brillant de courage. La forêt changeait déjà autour de lui. Plus il s'approchait de la lisière nord, plus l'air devenait froid, le sol craquait sous ses pattes et des cristaux de givre parsemaient les feuilles mortes. En chemin, il croisa un écureuil emmitouflé dans de la mousse. « Tu vas vers le nord, Picotti? Tu es fou, là-bas tout est gelé. » « Je dois libérer les pommes du pommier magique, la forêt a besoin de leur lumière. » L'écureuil baissa les yeux. « Tu es plus courageux que moi, bonne chance, ami hérisson. » Plus loin, un vieux blaireau lui offrit une écharpe faite d'écorce souple. « Pour que ton petit nez ne gèle pas, et aussi pour te rappeler que tu n'es pas seul. » Touché, Picotti murmura « Merci, je n'abandonnerai pas. » Au fil de sa route, le vent se fit plus mordant, les branches plus nues et le silence plus épais. Mais le petit hérisson avançait, guidé par la lumière qu'il avait vue dans les pommes étoilées et par le rêve qu'elle puisse à nouveau réchauffer la forêt. Le soleil déclinait et Picotti aperçut au loin un étrange éclat bleuté. Là, au-delà des arbres couverts de givre, se dressait un sentier de glace serpentant vers un bois complètement gelé. C'était le chemin vers la sorcière des pommes givrées.
Il savait que son voyage ne faisait que commencer. Il resserra l'écharpe autour de son cou, inspira profondément et dit d'une voix pleine d'espoir « Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen de la convaincre. Même la glace peut fondre si on lui offre un peu de chaleur. » Et il s'enfonça dans le silence glacé du bois, une étincelle d'espoir dans le cœur. Le vent soufflait comme un chant glacé entre les troncs figés de givre. Picoty avançait lentement sur le sentier de glace, les pattes engourdies, mais le cœur toujours aussi déterminé. Autour de lui, tout semblait figé dans le silence. Pas un oiseau, pas un craquement de branches. Juste le bruit de ses petites griffes sur la glace et le souffle court de son courage. Enfin, il arriva devant une étrange cabane, toute faite de cristal gelé. Elle brillait faiblement sous la lumière grise du ciel et des flocons tourbillonnaient autour comme s'ils hésitaient à se poser. Picoty leva les yeux, impressionné. « C'est ici, je suis arrivé » murmura-t-il. Il s'avança doucement et frappa à la porte avec sa petite patte. Le son résonna comme un tintement de cloche. Rien ne bougea. Il frappa une seconde fois. Puis une voix froide et sèche s'éleva de l'intérieur. « Pars, je ne veux voir personne !» Mais Picoty ne recula pas. Il dit d'une voix douce mais ferme « S'il vous plaît, je viens pour les pommes, celles du pommier étoilé. La forêt a besoin de leur chaleur. » La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement presque triste. Une silhouette brande et pâle apparut. C'était la sorcière des pommes givrées. Sa robe était faite de brume et de neige, ses cheveux blancs tombaient comme des stalactites sur ses épaules, et ses yeux semblaient vides, comme s'ils avaient oublié comment briller. Elle dévisagea le petit hérisson. « Un hérisson ? Voilà bien longtemps que personne n'a osé venir jusqu'ici. Pourquoi es-tu venu ? Par curiosité ? Par défi ? » « Non, » répondit Picoty, tremblant mais sincère. « Je suis venu parce que l'arbre pleure et la forêt a froid. Tes pommes peuvent la réchauffer. » Un souffle de vent passa, soulevant les flocons entre eux. La sorcière plissa les yeux. « Pourquoi me demander cela ? Les animaux m'ont oublié. Ils n'ont jamais cherché à me comprendre. Alors j'ai gelé ce qu'ils aimaient, pour qu'ils ressentent ce que moi j'ai ressenti, la solitude. » Elle tourna lentement autour de lui. « Et toi, petit hérisson, tu penses pouvoir me faire changer d'avis ? Tu penses que ton cœur chaud suffit à briser le froid qui me lie ?» Picoty leva les yeux vers elle, le regard brillant. « Je ne sais pas, mais je sais que la gentillesse peut tout changer. Vous n'avez peut-être pas besoin de rester seule. Moi, je peux vous tenir compagnie si vous le souhaitez. Chaque hiver, je viendrai vous rendre visite si vous le permettez. On pourra parler, partager des histoires. Je ne vous oublierai pas. » Un silence tomba. La sorcière resta figée. Puis, très lentement, elle porta sa main à sa poitrine. Une larme silencieuse glissa sur sa joue et se transforma en cristal avant de tomber au sol. « Tu es sincère, » dit-elle, d'une voix brisée. Elle leva les bras et soudain un souffle chaud émana d'elle. La glace fondit autour de la cabane, les cristaux dans les arbres se mirent à briller, et au loin, le pommier enchanté lança un éclat doré dans le ciel. « Le sort est levé, » murmura-t-elle, « mais tiens ta promesse, petit hérisson.
J'ai oublié depuis longtemps ce que c'était que d'avoir un ami. » Picotis s'approcha et toucha doucement le bout de sa robe givrée. « Je vous le promets. » De retour dans la forêt, les pommes avaient perdu leur givre. Elles brillaient de 1000 feux et réchauffaient l'air autour d'elles. Les animaux sortirent, émerveillés. L'hiver allait être doux. Et chaque année, quand le froid revenait, Picotis reprenait le chemin gelé, un panier de pommes étoilées sous le bras et un cœur toujours aussi chaud. Morale de l'histoire. Parfois, il suffit d'un cœur sincère pour faire fondre les plus froides des solitudes.